bioéthique en fait sur la nature. Donc on entreprend depuis deux séances en fait de questionner ce qu'il en est de l'homme, jusqu'où on peut manipuler le corps, qu'en est-il de la santé, et vous arrivez à point nommé puisque vous arrivez en pleine crise du coronavirus. Voilà, donc c'est parfait. Quel 12 mars. Voilà. Donc je vous remercie et puis je me clique pour vous laisser la parole. Ok. Je vais dresser un portrait, une histoire, rapidement, de la bioéthique. C'est quelque chose qui est ancien, c'est les années après-guerre, hein, après 1945, où la bioéthique a vraiment émergé dans les pays européens, États-Unis compris, notamment après les découvertes des expériences nazies dans les camps nazis. Donc c'est vrai que la réflexion est née de cette constatation des horreurs qui ont été pratiquées au nom de la science et d'un eugénisme affiché, sachant que, bien entendu, les premières réflexions et les premières déclarations et les premiers codes ont été décrits à ce moment-là. Hein, c'est le code de Nuremberg par exemple. Et on ne peut pas se passer de cette histoire ancienne de la bioéthique, même si vous allez comprendre qu'on a pris un peu de distance quand même après les découvertes de ces horreurs. La bioéthique est d'emblée quelque chose autour de la recherche quand même sur l'homme. Et d'emblée, c'est une prise de position par rapport à ces expérimentations et non pas quelque chose qui est de l'ordre de l'éthique médicale, qui est probablement d'un autre ordre quand même, hein, de comment on prend en charge le patient, quel rapport, quelle relation on a avec le patient. Donc évidemment, il y a des chocs entre la bioéthique qui est quelque chose de très institutionnel et puis l'éthique médicale au jour le jour que nous on vit en tant que soignants, qui s'attache à comprendre et à mettre le patient au centre de nos thérapeutiques, de nos soins. Vous savez bien qu'après plusieurs années et puis des révoltes de citoyens, hein, notamment aux États-Unis sur les droits civiques, le patient est devenu au centre et où l'autonomie du patient est quelque chose qui reste fondamental maintenant. Hein, c'est l'un des principes sur lesquels on va se poser. La bioéthique, elle, si on imagine un principe sur lequel elle repose, elle se fonde, la bioéthique, c'est une éthique des droits de l'homme, clairement. Okay. Donc là, dans le contexte du Coro, on sera obligé d'en parler, même si ce n'est pas le but évidemment de mon topo, c'est de comprendre comment, au final, cette bioéthique institutionnelle, en France par exemple, autour du Comité consultatif national d'éthique, peut, elle, jouer un rôle dans les grandes crises sanitaires par exemple. Et là, par exemple, suivez, il y a un avis qui va sortir un peu en urgence. On va comprendre que l'urgence de l'éthique, c'est pas si simple. La réflexion doit prendre un peu de distance. Et en tout cas, il y a un avis du Comité consultatif national d'éthique que j'ai pu lire et corriger hier, qui va sortir en début de semaine prochaine. Je fais partie du CCNE, mais bon, voilà, on a des réseaux, vous savez, et puis on peut effectivement avoir le droit de lire des choses. Le gouvernement a demandé au CCNE, c'est juste pour replacer le contexte actuel et ça va nous aider pour la discussion suivante. Le gouvernement a demandé au CCNE, instance qui a été créée en 1983 par Mitterrand, qui est considérée comme neutre, même si on peut discuter de le choix des experts. Donc ce CCNE a été saisi, le gouvernement a saisi le CCNE au propos des mesures contraignantes qu'on va subir. Et donc s'inquiète de l'aspect éthique de ces mesures contraignantes, même si on peut se demander si un comité d'éthique peut donner une réponse éthique aux mesures contraignantes qu'on va subir, notamment l'isolement. Là, Macron ce soir a décidé d'isoler les gens âgés et les gens jeunes. Je ne sais pas qui est âgé, qui est jeune. Bon, moi, j'ai plus de 60 ans, donc peut-être que je serai isolé aussi voilà, demain. Et ferme toutes les écoles, toutes les universités vont être fermées la semaine prochaine. Donc ça, c'est juste l'annonce de là, il y a 2 minutes. Comment? Je confirme. Oui, je suis au C'est bien. C'est en live.
Les questions sont multiples sur la bioéthique. Vous voyez cette femme-là, indienne, qui a porté cet enfant de cette femme canadienne, donc c'est cette fameuse GPA, c'est évidemment une question qu'on va poser. Je trace juste les contextes, les interrogations qu'on peut avoir dans une réflexion éthique autour de la recherche. Là, par exemple, ce chercheur chinois, vous savez, qui a manipulé des embryons pour protéger ces embryons du sida. Je passerai sur l'aspect technique, qui est d'ailleurs pas bon, probablement il n'avait jamais publié ses résultats, donc il a effectivement permis de faire naître deux jumelles, Nana et Loulou, qui sont a priori protégées contre le sida. Ces travaux n'ont jamais été publiés, aucune revue n'a accepté de publier ces travaux de manipulation de génome, clairement. Donc là, on est vraiment dans l'actualité, vous comprenez bien. Et là, cette actualité également, autour de la torture et autour des expérimentations à Guantanamo ici, ou des expériences de noyade, de pseudo-noyade. Vous voyez ce prisonnier à droite, là, qui est rouge et qui a ce drap sur la tête et puis de l'eau qu'on lui verse pour simuler une noyade. Et des médecins américains dans ces centres dans ces prisons, on fait des expériences en fonction du degré de sel dans l'eau. Donc ils ont essayé de voir quel type d'eau on pourrait leur verser pour que ça ne soit pas trop dangereux pour lui. Parce qu'on sait que la noyade, selon les qualités de l'eau, ont des conséquences différentes. Là, c'est un rapport américain, des médecins américains de 2010. Ah oui, c'est pas des nazis. On n'est pas dans les nazis là. Okay. Là, juste des petites images. La question, évidemment, par les chercheurs se pose, et ça, c'est la question qu'on va se poser. Est-ce que les chercheurs, par leur recherche, ont une réflexion au moment où ils vont mettre en place leur recherche autour de la finalité de la recherche au final? On comprendra que tout à l'heure, notamment les comités d'éthique ont souvent une réflexion a posteriori quand la recherche a déjà eu lieu, quand les choses se sont faites. Et cette question-là est posée par le CNRS, qui est un des centres de la recherche scientifique. Et vous voyez, se pose cette question sur cette bioéthique en question. Ce n'est pas évidemment la question de bioéthique et de son institutionnalisation et de sa manière d'argumenter n'est pas définitivement établie. Vous allez comprendre. Donc se pose la question de l'ouverture de la PMA, etc. C'est le but des États généraux l'année dernière avec le CCNE qui a organisé les États généraux de bioéthique avec l'ensemble des citoyens. Peut-être que vous avez participé. Il y a eu quelques réunions un peu partout en France autour de questions particulières, la PMA, la neuroscience, le numérique en santé, l'intelligence artificielle, etc. Donc le CNRS se pose ces questions-là, de cette bioéthique en question. Nous, chercheurs, qu'est-ce qu'on a à comprendre de la réflexion éthique autour de notre recherche, autour de la finalité de notre recherche, et on comprendra que la réponse n'est pas simple. L'émergence de la bioéthique, c'est les années 60-70 aux États-Unis. On sent bien que dans les années 70, il y a une crise de confiance de la médecine. Là, vous voyez, c'est des enfants thalidomides. Là, ils n'ont plus de bras, ils n'ont plus de mains, ils n'ont plus de pieds. La thalidomide, on en reparlera, c'est un traitement anti-vomitif chez la femme enceinte dans les années 50, qui a été fabriqué en Allemagne, par un laboratoire allemand, et qui a créé des milliers d'enfants handicapés. Donc il y a eu un certain nombre évidemment de suivi de ces patients et puis de procès vis-à-vis du laboratoire. Donc l'émergence de la bioéthique est née dans ces années 70-là, sachant que dans les années après la guerre, dans les années 50-60, je fais un petit peu d'histoire parce que je pense que c'est fondamental de comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé. L'histoire nous aide toujours pour comprendre le présent, vous savez bien. C'est un peu banal ce que je veux dire. En tout cas, dans les années 45-65, la médecine fait énormément de progrès, qu'il soit médicamenteux. On invente la pénicilline après la guerre, à la streptomycine contre la tuberculose. Donc on a énormément de faits de progrès. On invente le vaccin contre la polio, ce qui était une problématique majeure. On fait de la réanimation, on commence à dialyser les gens, insuffisants rénaux, on commence à réfléchir sur la greffe, et on commence à manipuler aussi l'ADN. Parce qu'on a découvert l'ADN dans les années 40-50, vous savez, Watson écrit, découvre l'ADN dans ces années-là, et on commence à manipuler l'ADN dès ces années 50-60. Et puis évidemment, ce fameux code de Nuremberg en 1947, au cours du procès de ces médecins nazis-là,
qui met en premier principe pour la recherche le consentement volontaire du sujet, qui est considéré comme absolument essentiel. On pourra réfléchir sur le consentement, bien entendu. Est-ce que le sujet va comprendre le consentement? Est-ce qu'il va comprendre la recherche? Toujours est-il que c'est un principe qui est posé dans ce code de Nuremberg, qui n'arrêtera pas d'être posé et d'être mis évidemment en valeur, avec cette notion d'obligation et de responsabilité d'apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement. C'est bien entendu important. On peut toujours demander au bas d'un formulaire très compliqué, je ne sais pas si vous avez déjà participé à des recherches, un formulaire très compliqué, c'est genre sécu ou genre impôt ou genre assurance. C'est des fois compliqué quand même de comprendre l'attendu de la recherche, on dira, et la personne qui va signer en bas de la page ne va pas forcément toujours comprendre. Toujours est-il qu'on a une obligation dans ce code de Nuremberg-là de 1947, qui va suivre évidemment maintenant toute la recherche, d'obtenir un consentement éclairé, mais évidemment dans ces années-là, et après, les médecins, chercheurs notamment, doutent un peu de l'intérêt, et c'est en anglais, c'est pas un problème. Ces anglais-là, donc vous voyez là, ces médecins-chercheurs se posent cette question, mais si on doit à tout prix mettre des normes et des règles dans notre recherche, on ne va plus pouvoir chercher. Vous voyez l'argument. C'est des arguments qui sont posés et qui continuent d'ailleurs à courir dans les milieux de la recherche. Et là, clairement, dans les années 50, puis dans les années 60, où il y a la déclaration d'Helsinki, qui est une grande déclaration de 64, qui vient bien après le code de Nuremberg, et qui rétablit les principes de la recherche humaine sur l'homme, ces chercheurs-là, notamment par le biais de cette association américaine de médecine, qui est une énorme association américaine, considèrent, c'est la dernière phrase, que pas assumer ce code de Nuremberg, puis cette déclaration des inscrits, ça risque quand même de nous empêcher de chercher. Donc déjà, il y a une réticence, malgré les normes posées, les règles posées, il y a une réticence des chercheurs qui vont continuer, hélas, à chercher dans des conditions qui ne sont pas considérées comme éthiques. On en reparlera. Et puis les années 70 sont évidemment dans cette ambiance de ces progrès médicaux, malgré évidemment ces fameux codes qui ont été mis en place, parce qu'on a douté quand même du fait que les chercheurs étaient toujours dans un travail éthique important. Il y a eu quand même des ambiguïtés morales autour de ces progrès-là. Donc la thalidomide, on vient d'en parler. On sait bien que les médicaments ont été mis. Cette thalidomide a été, notamment aux États-Unis, très prescrite. Des dizaines de milliers d'enfants se retrouvaient sans bras, sans jambes, avec des malformations. Donc c'est quelque chose qui a fait vraiment le tour du monde. Le laboratoire a mis un peu de temps avant d'accepter de ne plus fabriquer ce médicament. Juste entre parenthèses, cette thalidomide est revenue un peu sur le marché, puisqu'il y a des indications très précises actuellement, très encadrées de l'utilisation de cette thalidomide en cancérologie, etc. Il y a plein d'indications actuelles. Donc c'est un médicament qui est assez, entre guillemets, efficace pour certaines pathologies, mais les indications sont très encadrées et les suivis sont vraiment très importants. On s'est aperçu aussi que, et ça c'est la question du coronavirus aussi, c'est que les ressources sont limitées. Donc ça c'est l'aspect politique, on dira, de l'éthique et de cette éthique et de ce progrès, notamment les grandes discussions sur la dialyse rénale. Aux États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Seattle, dans l'État de Washington, et qui s'est posé la question dans les années 60, on n'a pas beaucoup de machines, on fait comment pour sélectionner les patients? Quels patients vont bénéficier de cette dialyse? Donc ça va être la même chose maintenant avec le coronavirus. Les Italiens se posaient la question, il n'y a pas assez de respirateurs, qui en intube et qui on réanime avec une machine, s'il n'y a pas de machine. Donc vous voyez un peu le vaste enjeu que nous on se pose et que les citoyens finalement devraient se poser. Et on va comprendre que les conditions ne sont peut-être pas présentes pour que l'ensemble de la population puisse réfléchir à ces questions-là. Les progrès de la génétique posaient évidemment un problème, jusqu'où on peut aller à manipuler les gènes. On parle d'eugénisme à ce moment-là. L'eugénisme est quelque chose de très ancien, c'est fin du 19e siècle, les questions autour de l'eugénisme sont importantes. Jusque dans les années 60, en Angleterre, aux États-Unis, il y a des sociétés eugéniques, donc qui sont pignon sur rue, totalement qui réfléchissent à ces questions-là. Et puis les machines, la réanimation, est-ce que la médecine technique, est-ce qu'elle est humaine? Et puis
puis on découvre aussi que certains patients sont en coma dépassé, et puis on découvre et on institue cette fameuse mort encéphalique qui permet les prélèvements d'organes. Donc il y a des questions autour de la médecine, hein, dans plein de domaines de la médecine, autour de ce progrès médical qui pousse finalement, après on verra les chercheurs, les politiques, hein, et éventuellement les citoyens à remettre en question ce progrès, ou en tout cas à essayer de montrer qu'on peut faire mieux que laisser les chercheurs faire dans leur coin. Il y a, dès les années 60 aussi, il y a beaucoup de publications sur des mauvaises recherches. Hein, il y a un anesthésiste qui s'appelle Beecher qui a publié dans le New England, qui est un énorme journal. Vous avez peut-être entendu parler de ce journal avec le coronavirus. À chaque fois que les journalistes nous disent les études, c'est le New England. Donc voilà, c'est un journal scientifique médical qui est reconnu, on dira, hein, qui a pignon sur rue. En tout cas, il a dénoncé dans ce journal-là une vingtaine d'expériences dans les années 60 qui manifestement ont caractère éthique et manifestement à réfléchir. Et vous voyez, on est déjà à 20 ans après le Code de Nuremberg, la découverte des expérimentations des nazis. Une histoire a fait énormément de bruit. La bioéthique, c'est une histoire. La bioéthique, c'est des affaires. Ce n'est pas une réflexion philosophique ancienne dans un bureau de philosophes qui réfléchit sur l'éthique de la recherche, les manipulations humaines. C'est aussi beaucoup les affaires monstrueuses qui ont continué à être découvertes. Notamment dans les années 60-70, il y a eu une institution pour handicapés mentaux, la Willowbrook State School, dirigée par Krugman, qui est un pédiatre à cette époque-là, et qui inoculait le virus de l'hépatite A aux enfants, avec le consentement des parents. Et là, on parlera du consentement, un faux consentement, parce que si les parents refusaient, l'enfant n'était pas accepté dans l'institution. Donc, c'est une sorte de consentement un peu foireux, hein, quand même. Hein. Bon, il a injecté l'hépatite A dans l'espoir d'essayer de voir comment ça allait évoluer, pour essayer de comprendre l'évolution de cette maladie et mieux la comprendre, mais il injectait, hein, souvent bouche, hein, c'était pas des injections intraveineuses. Il prenait des selles d'enfants malades, il les trafiquait, parce qu'il y a beaucoup d'hépatite dans les selles, hein, c'est un virus qui est digestif, et puis il faisait réingérer à des enfants non malades des produits de ces selles, donc de l'hépatite A, et pour voir ce que ça devenait, vous voyez, pour essayer de comprendre un peu. Et il va s'en défendre d'ailleurs plusieurs années plus tard. Il n'a jamais eu de charge, hein, ce monsieur-là. Il a été défendu par la Société de pédiatrie américaine. On n'a pas considéré que ses études étaient à rejeter sur le plan de l'éthique. L'incident de Tuskegee en Alabama a aussi fait grand bruit. Vous voyez, c'est américain d'abord. En France, on était en retard, on ne réfléchissait pas à ces questions-là, même si en réanimation, on commençait à réfléchir aussi sur notamment l'acharnement thérapeutique. En réanimation en France, dans les années 60, on réfléchissait aussi sur cet acharnement thérapeutique en réanimation. Les réanimateurs ont participé beaucoup à la réflexion éthique en France. Et donc là, c'est pareil, cet accident de Tuskegee, c'est des Noirs américains. Dans les années 60, ils étaient un peu discriminés quand même s'ils sont encore. Et ces Noirs américains-là, comme beaucoup, faisaient la syphilis. Et puis, cette étude avait pour but de les suivre aussi, comme l'hépatite A tout à l'heure, mais de les suivre sur plusieurs années. La syphilis, c'est un peu une maladie chronique. Hein. Et donc, dès les années 30, l'étude a été débutée. Dès les années 40, on avait déjà le traitement contre la syphilis, mais pour la recherche, ces patients-là n'ont pas été traités pour voir ce que ça devenait également. Donc là, vous voyez, c'est des Noirs américains. Obama, récemment d'ailleurs, un des derniers patients est décédé sous entre guillemets, la présidence d'Obama et a participé, donc avait invité ce patient-là, syphilitique guéri, pour effectivement montrer que cette étude avait été horrible et puis s'excuser devant ces personnes-là de cette sacrée étude. Donc ils n'étaient pas du tout informés, hein, par contre pour le coup les Noirs pauvres. Et puis le New York Times a joué un rôle majeur pour dénoncer cette étude. On a ce pauvre enfant-là dans cette école-là. Et là, juste, je ne fais pas de commentaires, j'aime bien mettre des titres comme ça, un peu flashy. C'est Krugman, ce fameux Krugman, qui, en 1986, vous voyez, c'est même pas excusé.
et a essayé de justifier sur le plan de l'éthique son étude. Donc même en 86, il a publié, on a accepté qu'il publie, dans un journal qui est quand même un journal très important d'infection. Il a accepté de publier, enfin ils ont accepté de publier ses justifications éthiques à cette étude. Là c'est pareil, 66, c'est Beecher qui décrit par exemple là, cet exemple 18, là, sur 22 cas qu'il présente, on est en 66, une femme a un cancer de la peau, un mélanome on appelle ça, donc, et il injecte des parties de ce cancer de la peau à sa mère, pour voir un peu ce que ça va devenir. Sa mère à lui. Comment? Sa mère à elle. À elle. Donc elle est morte. Les mélanomes maintenant peuvent être guéris. C'est un cancer de la peau qui reste grave, vous savez bien, mais on a des traitements actuellement. À cette époque-là, évidemment, il n'y a pas de traitement. Et puis, il voulait voir si l'immunité, comment en injectant des cellules cancéreuses à la mère, la mère pouvait éventuellement, c'était l'hypothèse, s'immuniser contre ces cellules cancéreuses. La fille est morte, la mère est morte. On est en 66, on n'est pas chez les nazis là. Je ne veux pas dire, loin de moi l'idée de dire que ces recherches qui nous paraissent poétiques maintenant sont de l'ordre de l'eugénisme nazi, où là les questions étaient d'un autre ordre, avec la volonté d'éliminer des races en entier, mais au final, on a continué de bricoler dans nos coins, comme on dit, dans des recherches qui paraissaient catastrophiques. Et au final, cette émergence, donc après avoir découvert ces affaires, on s'est mis quand même à penser que l'éthique n'était pas qu'une affaire de chercheurs et qu'un principe fondamental dans ces années 60-70, notamment après tous ces mouvements civiques américains, ces mouvements pour les droits civiques, notamment les femmes ont joué un rôle important. Cette éthique a souligné le fait de faire appel à des principes éthiques universels qui sont la dignité, le respect. On pourrait les décliner plusieurs fois. Et cette réflexion s'inscrit dans un discours social des années 60-70. C'est ça qui est important de penser, même si on a l'impression maintenant que la bioéthique se fait dans les comités. Dans ces années 60-70, ça s'inscrit dans un discours social fondamental autour des droits de la personne, qui dépasse évidemment le cadre de la recherche, et cette déclaration des droits de l'homme qui, dans les années 40-50, ont été importantes, mais en tout cas, ce discours social de promotion des droits des individus, des minorités opprimées, et puis un discours autour du pouvoir médical. Vous avez compris que, vous avez vu tout à l'heure, ces médecins qui refusaient d'appliquer ce consentement parce que ça allait les empêcher de le rechercher. Là, vraiment, ce qui est dans cette déclaration des inscrits, puisque c'est finalement la conséquence, on dira, juridique de ces réflexions, notamment autour des droits civiques, dans les années 64, on considérait que le bien-être du sujet était allait bien au-delà de la volonté de connaître, puisque les arguments de tous ces scientifiques qui appliquaient ces recherches qu'on peut considérer comme de la mauvaise recherche, ces arguments étaient toujours les mêmes, le savoir est au-delà de tout. Et c'est une réflexion qui persistera, et qui persiste encore quand même. La réflexion autour du savoir et de la connaissance, là, cette déclaration est fondamentale pour penser que c'est le bien-être du sujet qui est vraiment au-delà de toute cette recherche de la connaissance, quitte à ce qu'on ne puisse pas connaître et on ne puisse pas chercher. C'est fondamental, cette déclaration des inscrits de 64. Vous avez compris que c'est d'abord les États-Unis. D'une part, c'est ces droits civiques, d'une part, c'est effectivement ces grands mouvements de défense des personnes autour des droits humains, et ce doute autour du savoir, et au final, la réponse a été institutionnelle. C'est là qu'on vient sur la bioéthique, et sur cet aspect très institutionnel de la bioéthique maintenant qui est très institutionnalisé,
avec un certain nombre de comités qui ont été créés aux États-Unis dans les années 70, des comités très importants, Hastings Center Kennedy Institute, qui ont été d'ailleurs sponsorisés par les hommes politiques de l'époque ou des sénateurs, et puis un certain nombre de commissions qui ont été créées autour de la protection des droits humains et de la recherche, avec comme conséquence l'écriture d'un rapport qui est fondamental, sur lequel finalement on va revenir, mais qui est au final notre Bible un peu à nous en éthique médicale et en bioéthique, le rapport Belmont. Et puis des commissions présidentielles, ils adorent ça les États-Unis. Nous, c'est ce qu'on va faire en 83 avec le CCNE, mais là on est en 78, autour de cette affaire par exemple de Karen Ann Kinlan, que vous avez peut-être que vous connaissez peut-être, cette jeune femme qui était dans le coma, avec la demande des parents de débrancher le respirateur. C'était pas du tout dans l'air du temps à cette époque-là quand même. Et puis au final, avec la possibilité, par l'acceptation de la Cour suprême de débrancher le respirateur, il y a eu des débats, vous pouvez imaginer, extrêmement importants. Le rapport Belmont de 68 est fondamental, il rappelle les principes et finalement on va se poser sur ces principes-là, on restera maintenant, même en 2020, on est encore autour de ces principes, autour de la recherche, mais on verra que c'est aussi des principes de l'éthique médicale, avec des principes de base, qui sont les respects des personnes. Ça nous paraît totalement banal de dire que les personnes, on doit les respecter, mais autour de la recherche, ce n'était pas si clair, autour de la bienfaisance, beneficence, et de la justice. Et puis avec des applications qui sont notamment le consentement éclairé, l'évaluation des risques et des bénéfices, qui sont au cœur même de nos réflexions autour de l'éthique et de la bioéthique, et de la sélection des sujets avec le risque de discrimination qui était important quand même. Et ces principes sont maintenant aussi ces principes de l'éthique médicale. Donc je vais un peu vite, mais le diaporama, vous pouvez, c'est open source. Donc ces principes qui sont des principes de l'éthique médicale, appellent les principes de l'éthique biomédicale. On est dans de la médecine très biologique, très de la recherche, qui rappelle évidemment les mêmes principes que tout à l'heure autour du rapport Belmont: autonomie, non-malfaisance, bienfaisance, justice, qui sont des principes qui sont, on dira, une sorte de principes gravés un peu dans le marbre, qui nous aident, nous, à penser l'éthique médicale, que ce soit autour de la recherche d'ailleurs, et nous, les médecins et les soignants, autour du soin du patient. Donc c'est des principes qui restent fondamentaux. On va comprendre que c'est pas si simple de les appliquer, c'est pas si simple de les définir, mais en tout cas c'est après toute cette réflexion ancienne, sur 10 ans au moins 20 ans, donc des choses écrites qui ont force de loi, dans un sens, de loi morale et de loi judiciaire. Le CCNE est créé en 1983, on est le premier comité national d'éthique en Europe, créé par François Mitterrand, Jean Bernard étant donc le premier président de ce conseil, de ce CCNE, avec, vous voyez, le premier avis. Donc là on est à 130 à peu près, des avis depuis 1983, 84 là, la création c'est 83, le premier avis 84, il faut un peu de temps pour écrire un avis. Donc là vous voyez, c'est sur les prélèvements de tissus d'embryons de fœtus humains morts à des fins thérapeutiques, diagnostiques et scientifiques. Donc c'est des tissus d'interruption volontaire de grossesse en fait. Donc des embryons morts et des fœtus qui sont prélevés, sur lesquels on va chercher éventuellement. Donc là avec une discussion dès 83 sur le statut de l'embryon. Donc dès 83 on réfléchit sur le statut de l'embryon qui est considéré ou pas comme une personne selon on dira les valeurs de chacun. On ne va jamais s'en sortir de toute façon sur les valeurs de chacun. Donc on va essayer de trouver des moyens dans l'ambiance de la bioéthique et notamment une bioéthique institutionnalisée de mettre d'accord les gens. On ne sera jamais d'accord sur le statut du fœtus d'un embryon, on ne sera jamais d'accord sur l'euthanasie ou pas l'euthanasie, mais on va se donner les moyens de se mettre autour de la table et de réfléchir et de proposer un certain nombre de pistes pour la réflexion. Ça n'empêchera jamais, bien entendu, que chacun puisse avoir son opinion, sa tradition, etc. Et c'est toute la question d'ailleurs difficile qu'on va poser. Elle est très formalisée, cette bioéthique. Donc, vous voyez, il y a des codes, il y a des déclarations, il y a des lignes directrices, il y a des rapports, il y a des avis, il y a des lois. Très peu de lois en fait, parce que c'est beaucoup de déclarations. L'UNESCO par exemple, vous voyez l'UNESCO c'est à droite, on ne voit pas hyper bien sur votre diaporama, c'est pas très grave.
L'UNESCO, pareil, s'est engagé beaucoup, hein, c'est l'ONU, l'UNESCO, hein. Donc s'est engagé beaucoup sur ces réflexions autour du génome, autour des droits humains, et donc a formulé des déclarations et à des comités internationaux de bioéthique, hein, notamment grâce à l'UNESCO. Donc on a une éthique très formalisée, très comité, très expertise. Évidemment, la question qu'on se pose, puisque c'est la question, c'est le titre de notre présentation, c'est cette démocratie bioéthique, est-ce qu'elle existe, hein, à travers l'ensemble de ces comités d'experts qui se réunissent, même si vous allez comprendre, on tend vers mettre dans les discussions, on tend à inviter de plus en plus les citoyens pour qu'ils puissent s'exprimer. Vous avez compris qu'il faudra essayer de trouver des méthodes pour que chacun puisse s'exprimer et puis pour argumenter, pour essayer de pondre des textes qui ont force, non pas de loi, mais en tout cas de point d'appui pour la réflexion. La définition n'est pas si simple. Donc, vous voyez, je pars de l'histoire, je pars de l'institutionnalisation au final, et puis qu'est-ce que c'est que cette bioéthique au final? On ne comprend pas bien. La question que Lucien Sèvres, qui est l'un des philosophes, les premiers philosophes dans le Comité consultatif national d'éthique en 83, donc Lucien Sèvres, c'est un philosophe qui est marxiste d'ailleurs, hein, qui a beaucoup réfléchi sur le statut, notamment de l'embryon de la personne. C'est quoi cet embryon-là? Et lui, la question qu'il a posée dans un des premiers rapports du CCNE, il fait aussi des rapports, en plus des avis, bref, il y a beaucoup d'écriture, hein, dans la bioéthique. Et puis des livres, il y en a des centaines. Donc là, je suis là pour éviter que vous ayez Quelle humanité voulons-nous être? C'était la question qu'il va poser Lucien Sèvres et le comité consultation nationale d'éthique. Évidemment, on en est là. Hein, Marina Maostruti, si vous étiez à la dernière conférence, c'est la question qu'elle a peut-être posée certainement. Quelle humanité on veut? Les premières réflexions autour de la bioéthique, et ça c'est intéressant parce que j'insiste sur cette affaire parce que je pense qu'on a maintenant, on va retourner à cette réflexion probablement, c'était Potter, donc von Rensselaer-Potter, c'est un nom un peu compliqué, qui a écrit en 70 un bouquin qui s'appelle Le pont vers le futur. Lui, son éthique, c'est une éthique de la survie. Il considère que la bioéthique, c'est lui qui a inventé le mot. En tout cas, c'est lui qui a le premier revendiqué le fait que c'est lui qui l'a inventé. Même si le mot dans les années 30 existait déjà en allemand, mais je pense que c'est pas intéressant pour notre réflexion. Considère que finalement l'éthique, sans le bio, c'est pas possible. On est dans une éthique de la survie du vivant en général. Donc pense l'homme dans une biosphère particulière. L'homme, si on doit réfléchir à la recherche biologique, si on doit réfléchir à la survie de l'homme, c'est à l'intérieur d'une biosphère. Vous allez me dire, ça y est, tac, on y est, on est en 70 là. Donc vous voyez, là, je lis juste la traduction de Gilbert Ottois, qui est quelqu'un de très important, c'est un philosophe belge qui a beaucoup réfléchi sur la bioéthique. J'ai envie de lire ce texte. Le but de ce livre, donc le pont vers le futur, c'est de contribuer au futur de l'espèce humaine en encourageant la formation d'une nouvelle discipline, la bioéthique. C'est lui qui l'invente. S'il existe deux cultures qui semblent incapables de parler l'une à l'autre, les sciences, la biologie en général, dans les années 70, c'est la biologie, et les humanités, ce qu'on appelait l'humanité dans les années 60, c'est la philo, c'est les sciences humaines, comme on dit maintenant. Et si ceci constitue une part de la raison pour laquelle le futur semble compromis, alors peut-être pourrions-nous construire un pont vers le futur en construisant la discipline de la bioéthique comme un pont entre les deux cultures, la biologie et les humanités. Ce qu'il nous faut maintenant affronter le fait que l'éthique de l'homme ne peut être séparée d'une compréhension réaliste de l'écologie au sens le plus large. On est en 71. Les valeurs éthiques ne peuvent être séparées des faits biologiques. Nous sommes en grande nécessité d'une éthique de la terre, d'une éthique de la vie sauvage, d'une éthique des populations, d'une éthique de la consommation, d'une éthique urbaine, d'une éthique internationale, d'une éthique gériatrique, etc. Toutes appellent des actions basées sur des valeurs et des faits biologiques. Il est très scientiste. Il pense que la biologie va aussi régler les problèmes, quand même, hein, c'est la critique qu'on peut lui faire, mais il a une vision globale de la bioéthique. Le bio, c'est le vivant. Pour lui, la bioéthique, les réflexions qu'on va avoir ne peuvent pas se passer d'une réflexion de l'homme en général dans ce milieu. La bioéthique a une nature, bien entendu, on l'a définie par Potter. Elle est aussi une méthode. Elle est aussi une manière de penser les problèmes.
La bioéthique, c'est avant tout ça, finalement. C'est un cadre de réflexion pour penser les avancées technoscientifiques autour de la vie et de la santé. Mais plusieurs manières de la faire vont finalement la définir. On peut construire une réflexion de manière très différente. On peut, comme le suggère Guy Durand, le faire de 4 manières. Le cadre bioéthique serait un cadre de réflexion et de recherche multidisciplinaire sur les enjeux des développements technoscientifiques. Avec ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Serait une sorte de forum de préoccupations communes. Ok, là on est content, on s'inquiète, vous êtes là, c'est un petit forum, on a picolé, là je ne sais pas s'ils buvaient un peu plus dans leur forum, c'était des experts, il n'y avait pas beaucoup de citoyens quand même, mais on sent que ce cadre de réflexion est finalement une juxtaposition des apports de chacun. Hein. Moi je suis biologiste, je pense à ma biologie. Moi je suis dans le psychosocial, je fais de la psychologie. Moi je suis juriste, j'apporte ma vision de juriste. Je suis éthicien, entre guillemets, j'apporte ma vision d'éthicien. Et finalement, on apporte un certain nombre de points de vue, mais voilà. On a une cadre de réflexion commun, c'est quelque chose de très important. On commence par là d'abord, de se réunir autour d'un thème particulier, la recherche sur l'embryon, la fin de vie, quelque chose entre la vie et la mort, au final, la bioéthique. La question posée par ce cadre de réflexion, c'est que le choc des points de vue ne va pas conduire forcément à une construction commune d'une réflexion et ne va pas arriver forcément à fonder cette réflexion-là. Chacun va apporter ses points de vue. C'est important, c'est une manière de faire, c'est beaucoup comme ça qu'on fait dans certains comités d'experts. On apporte chacun de ses points de vue et au final on fait une conclusion, on tire une conclusion où chacun tire ses conclusions de spécialistes, mais on est un peu coincé, vous citoyens, vous serez un peu coincé de lire l'ensemble des arguments de chacun, ça fait du bazar. C'est pas ça que vous attendez. C'est aussi une sorte de méthode ou technique de résolution de problèmes et de prise de décision. Là, on va un petit peu plus loin. On essaie de comprendre comment on va prendre une décision autour d'une question éthique particulière, bioéthique particulière. C'est une méthode d'analyse qui est interdisciplinaire, qui est pragmatique. On a envie d'arriver à régler un cas. C'est une sorte d'analyse de cas, en fait, une analyse de dilemmes moraux qui est importante, qui est de l'ordre du pragmatique. On va arriver à trouver une méthode pour analyser les cas, ce qu'on fait en médecine en fait, dans les problèmes d'éthique. Si on est appelé pour un patient qui est en fin de vie, dont la famille veut qu'on continue les soins et que nous on considère que là on est dans la futilité et qu'il faut peut-être arrêter la réanimation, on est dans une réflexion autour d'un cas avec une méthode d'analyse particulière, notamment en utilisant les principes qu'on a évoqués tout à l'heure, l'autonomie, la non-malfaisance, la bienfaisance, la justice. Ces principes vont nous aider, vont nous fournir un cadre d'analyse, un outil d'analyse et quelque chose qui est de l'ordre donc de la résolution de cas. Mais vous sentez bien que là, on ne va pas dans le fondement. C'est quoi les justifications si on considère qu'il ne faut pas faire de recherche sur un embryon, on va considérer que la recherche sur cet embryon va poser un problème. C'est un cas particulier, et finalement on va se fonder sur quel principe. Si on doit se fonder sur quelque chose, ça c'est une question qui est peut-être de l'ordre de la philosophie, mais est-ce qu'on doit se fonder sur quelque chose, justifier quelque chose au-dessus, au-delà du cas. Donc on sent que la méthode de résolution, cette méthode de résolution ne va pas suffire. On peut considérer aussi la bioéthique comme un processus de régulation sociale. On va s'entendre dans une société, on va essayer d'arriver à un compromis sur la PMA, la GPA, la recherche sur l'embryon. On va essayer de trouver un compromis social pour qu'on puisse un peu s'entendre entre nous sur la recherche qu'on va pouvoir mener, avec le risque qu'on va s'entendre sur un petit dénominateur commun. On considérera que la dignité est fondamentale, mais qu'on va arriver, et que ne pas nuire est finalement le principe fondamental aussi à soulever. On arriverait à ce qu'on peut appeler une éthique minimale, une éthique un peu consensuelle, avec la recherche d'un compromis à tout prix, parce qu'on veut que l'ensemble de la société soit d'accord sur le problème, et on sent bien qu'on va lâcher sur quelques valeurs. C'est-à-dire que essayer de trouver un compromis. Le compromis, par définition, en philosophie politique ou en politique, est quelque chose qui doit être remis en question tout le temps. C'est jamais définitif un compromis. Dans la vie, on fait des compromis. Mais on sait qu'on peut les remettre qu'on peut le remettre en cause. Arriver à un compromis, c'est quelque chose qui est intéressant sur le plan de l'entente sociale dans un monde qu'on veut commun, mais on sent que peut-être la résolution du problème n'est pas suffisante à ce moment-là,
et qu'il faut le remettre en cause et qu'il faut aller chercher peut-être d'autres repères, d'autres valeurs. Donc ces 3 manières de faire de la bioéthique qui sont entremêlées, notamment dans les groupes, entre les citoyens, entre les experts, on entremêle ça, on met des points de vue ensemble, on essaye de trouver une résolution, une analyse du cas, on essaye de trouver un compromis. Donc ces 3 manières de faire, finalement, sont résumées dans ce que Guy Durand appelle une bioéthique qui est éthique là pour le coup, et qui est celle du CCNE peut-être, il valorise beaucoup le CCNE, qui serait ni un biodroit, ce qu'on appelle le biodroit c'est du droit autour des problèmes biologiques, ni une biomorale, donc une morale autour des problèmes biologiques, quelque chose d'assez finalement avec le risque de naturaliser ce droit, de naturaliser cette morale, donc là, toutes les difficultés et toutes les désaccords qu'on peut avoir entre nous d'ailleurs, c'est cette naturalisation ou cette judiciarisation, cette abstraction, cette fiction du droit. Donc ces chocs qu'il y a entre nous sur des problèmes bioéthiques comme la recherche sur l'embryon ou la grossesse, la GPA ou la PMA vont souvent faire appel à des valeurs que nous comptent pour nous. Donc avec des gens qui considéreront que la vie, par exemple, humaine est sacrée et qu'on ne doit pas aller au-delà de sa nature. Et puis les juristes, donc ça c'est la question autour de la personne par exemple, qui eux vont faire plutôt une abstraction, plutôt faire une fiction. Le droit c'est une fiction. On abstrait, on formalise des questions. Donc entre ces deux, on sent qu'il faut autre chose. Donc il faut ni de la biomorale naturaliste, l'homme est sacré, la vie on ne la touche pas. Le biodroit, le droit c'est de la fiction, c'est une abstraction, mais au final on ne va pas s'en sortir pour régler tous les problèmes. Et donc ce CCNE, et en tout cas cette manière de faire de la bioéthique est une manière de mettre en relief la perspective éthique du mot bioéthique et de mettre en relief la réflexion autour des valeurs qui cherche à dégager un idéal. On est dans la tentative d'un idéal qui surplomberait un petit peu toutes les manières de faire précédentes, à chercher ensuite un compromis. Bien entendu, on cherchera toujours un compromis. Donc la définition du CCNE, par exemple, c'est celle-là, réflexion approfondie sur les enjeux de la pratique clinique et de la recherche biomédicale, afin qu'en ces progrès soit respecté tout homme et tout l'homme. Ça c'est une phrase de Lucien Sèvres. Tout homme, n'importe qui, et tout l'homme en tant qu'humanitas, en tant qu'humanité. Vous voyez, on pourra dire femme, c'est un peu un problème de ce fameux mot. L'humain, maintenant on dit, vous savez. Les philosophes ils essaient de ne pas dire homme maintenant, parce qu'on a du mal, parce que homme ça crée toujours des dissensions. On dit humain, on ne dit pas humaine. Bon, en tout cas, voilà, vous voyez, là, il y a de la réflexion, mais il y a aussi la nécessité de s'entendre sur des valeurs fondamentales. Donc, on n'est pas sur du compromis, on n'est pas sur une analyse de cas, on n'est pas sur le choc de point de vue, on est sur la volonté de, finalement, essayer de trouver un principe fondamental à notre réflexion éthique, qui est de considérer que là, on est autour de l'homme, et de tout l'homme, et donc de cette humanité, humanitas, comme disaient les latins, cette humanité qui doit être à préserver chez nous, d'où le principe fondamental de la dignité, par exemple, qui est un principe que le CCNE et l'ensemble de la bioéthique mondiale met en exergue maintenant. Et donc, pour terminer pour ces définitions, c'est celle de Guy Durand qui va dans ce sens. La bioéthique désigne la recherche de l'ensemble des exigences de respect et de la promotion de la vie humaine ou de la personne dans le champ de la santé ou du domaine biomédical. Ce n'est pas que une recherche d'effets, de risques-bénéfices, ce n'est pas que une analyse de cas, ce n'est pas qu'un cadre réflexif autour de l'analyse de cas, ce n'est pas qu'une recherche de compromis, mais c'est de s'entendre sur des valeurs communes fondamentales. On peut discuter de ces valeurs communes. C'est vrai qu'on ne va pas très loin si on dit tout l'homme et tout l'homme. C'est vrai que, vous allez dire, c'est pas très opérationnel cette affaire. C'est la question qu'on peut se poser, bien entendu. De dire ça, est-ce que ça suffira pour régler ces problèmes qu'on a, de ces problèmes de recherche sur l'embryon, etc. Les domaines de la bioéthique sont extrêmement multiples. C'est de la vie et la mort. C'est la maîtrise du vivant, de la reproduction, de l'hérédité des problèmes de génie génétique, du système nerveux. Là, on fait énormément de progrès. Donc le dernier avis, l'avant-dernier avis, parce qu'ils vont très vite là, du CCNE, donc après les états généraux de la bioéthique, ont mis effectivement en avant ces questions autour de la recherche de l'embryon, autour des données génétiques.
autour du numérique en santé. Hein, on est dans effectivement des progrès qui sont un peu différents des premières réflexions dans les années 80. On est toujours sur les questions autour de la fin de vie et autour de la procréation. Donc on a des thèmes qui sont souvent quand même les mêmes qui reviennent, parce qu'on ne les a pas réglés, on ne va pas régler quelque chose en 5 minutes. Donc vous voyez là, l'UNESCO propose un panel de réflexions et de problématiques qui nous posent problème autour de cette histoire de l'homme, hein, que ce soit vous voyez, les trafics d'organes, la protection de l'intégrité des participants aux essais thérapeutiques, l'éthique de l'environnement. Là, on va essayer récemment, on réfléchit à cette biodiversité, à cette éthique de l'environnement, l'homme, et on va voir que finalement Potter n'est peut-être pas si tort que ça, hein, celui qui avait inventé le mot, vous voyez, autour de la biodiversité, du clonage humain, la procréation, etc., etc. Donc tout ce qui touche finalement la recherche autour du vivant et tout ce qui touche autour des questions technoscientifiques. C'est pas la bioéthique autour de effectivement les valeurs du soin, on n'est pas du tout dans ces considérations-là, même si évidemment les valeurs sont les mêmes au final. Les valeurs humaines sont les mêmes autour du soin, autour du respect de la personne malade, autour du respect de la personne. On est aussi dans cette réflexion autour du respect de la personne, de sa dignité. On sent que là, bon, un accord peut survenir sur ces questions, on a un cadre, on a essayé de la définir, on a un cadre de réflexion, on va essayer effectivement de faire appel à des valeurs fondamentales qui sont de la dignité, qui sont du respect, qui sont l'inviolabilité du corps, la non-patrimonialité, on ne vend pas ses organes, donc on a globalement dans le monde une entente à peu près autour de ces questions-là, autour de cet homme dont on ne veut pas instrumentaliser, on dira, le corps ou l'âme. Mais on a une critique qui survient, probablement non plus autour des valeurs. La bioéthique ne cherche pas à établir des valeurs fondamentales définitives et universelles, même si le but c'est évidemment d'essayer de montrer qu'on a des valeurs universelles qu'on partage tous dans l'humanité entière. C'est l'une des questions d'ailleurs du relativisme moral, hein, c'est-à-dire autour de la Chine, par exemple. La Chine est un bel exemple. La Chine nous dit que nos droits de l'homme, c'est quelque chose de très occidental et que ne la regarde pas, et que nos manières de penser la bioéthique n'est pas la leur. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de penser dans une bioéthique mondiale, ça serait de trouver et de s'accorder sur des valeurs humaines, universelles, qu'on peut remettre en question toujours, bien entendu. Donc le but, de la bioéthique, c'est évidemment pas d'inventer des valeurs universelles, hein, c'est pas un comité papal qui va nous dire ce que c'est que l'homme et qu'est-ce qu'on doit en faire. On n'est pas du tout dans cet aspect-là, même si le risque, c'est effectivement un certain nombre d'experts et de comités peuvent peut-être prendre la grosse tête et puis nous donner la manière de faire, pas nous donner la manière de penser en tout cas, mais autour quand même de cette institutionnalisation, de cette formalisation de la bioéthique, il y a un certain nombre de critiques. Je vais citer un philosophe français, donc il y a 2 diapositives, qui résume bien, donc je ne vais pas inventer des choses, quand les gens écrivent quelque chose de chouette, il n'y a pas besoin d'aller faire de paraphrase. Donc c'est un peu long dans une diapositive, mais c'est important quand même pour notre réflexion. Le Comité consultatif national d'éthique, on parle du comité du CCNE parce qu'il est français, a placé les états généraux de la bioéthique sous les signes de la question « Quel monde voulons-nous demain ?» Donc tout à l'heure, on avait « Quelle humanité voulons-nous » en 2018, 2019. La question posée par ces états généraux de la bioéthique, ça a été « Quel monde voulons-nous demain ?» Vous voyez, on élargit la perspective pour le coup au-delà de l'homme. On revient à notre question de l'homme dans son environnement, qui est probablement importante quand même. Excellente question, nous dit-il. Il a raison, parce que nous on trouve aussi. Ce qui me frappe toutefois, c'est qu'il est impossible d'y répondre dans le cadre de l'éthique que la bioéthique s'est donnée à elle-même. L'éthique que j'appelle la petite éthique. C'est un peu dur. J'entends par là l'éthique libérale de la protection de l'individu, plus exactement de la protection de ses droits et de ses libertés. Fondamentale. Mais c'est globalement l'éthique des droits de l'homme. Par petite, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas importante, mais qu'elle n'est pas globale. Elle se concentre sur l'individu et ce faisant, elle se retire du monde. Elle neutralise éthiquement le cours du monde, tolérant tout, pour peu que cela ne porte pas atteinte aux droits individuels. Là, une critique forte.
On sent que le droit individuel, nous, on y tient quand même à nos droits individuels, mais si on veut penser une éthique globale, une éthique du monde dans lequel on vit, hein, faire des recherches sur l'embryon, etc., c'est a des conséquences sur nos droits individuels, mais ça a évidemment des conséquences sur l'ensemble de l'économie du vivant, on est d'accord. Je crois que la bioéthique institutionnelle participe à la neutralisation éthique du monde, il est très fort. Mais comme ils ne sont que les organes de la petite éthique, ce pullulement ne fait que contribuer à la fragmentation des problèmes éthiques qui occultent systématiquement les questions de la qualité éthique et facilitent la vision purement technique du monde et simultanément, comme nous l'avons vu, de la bioéthique elle-même. On pourrait appeler cela le paradoxe bioéthique de notre temps. L'une des premières critiques, au final, que un certain nombre de chercheurs en sciences humaines font, c'est au final l'auto-légitimation du savoir. Que les chercheurs, au final, justifient leurs recherches, comme dès le début, hein, comme toujours, avec évidemment des critères éthiques plus forts, et que finalement, notre éthique à nous, elle vient après. Hein, que le comité d'éthique, finalement, il va accorder ou pas le fait que la recherche est éthiquement correcte. Vous voyez, la chose est faite, et on vient après. Et donc, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que, finalement, ces comités, ces experts, ces réflexions, viennent trop tard, a posteriori de la recherche, et on sait bien dans la vie de tous les jours que, et c'est ce que disent aussi les chercheurs, quand c'est fait, ben on va le faire. Quand on sait le faire, on va pouvoir le faire. Et là, on sent bien qu'on peut être dépassé, et les chercheurs légitiment leur propre savoir, et ben, les citoyens acceptent. Hein. On met un peu d'alibi, on met un peu d'emballage éthique autour de la recherche, on essaye d'améliorer les choses quand même, on donne des avis, mais au final, la recherche, elle est là. Donc c'est la question qui se pose. Elle est importante, cette réflexion a posteriori de la recherche. Mais ça, c'est la grande question. Est-ce que la recherche, est-ce qu'une éthique de la recherche, par exemple, qui serait une bioéthique globale quand même, ne doit pas s'engager à penser dès avant le thème de la recherche, dès avant, à penser la recherche, à penser quelle finalité on a, nous les chercheurs, à chercher ça. Donc ça, c'est quelque chose qui serait en amont, on n'en est pas là, qui serait bien en amont de, au final, découvrir qu'il y a des embryons manipulés. Là, on va après, effectivement, s'horrifier, on va dire, il l'a fait, mais il l'a fait. Et donc, rendez-vous dans 50 ans. On ne sait pas. Peut-être que c'est une réflexion trop tardive, en fait. C'est la question que lui pose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le poser a posteriori toujours, mais en tout cas, voilà. Nous avons, donc pour en sortir, il faut sortir de la petite éthique et donc transformer les institutions de la bioéthique qui s'organisent autour d'elle, parce que la fragmentation éthique et le solutionnisme, on trouve une solution éthique aux dilemmes qui viennent de ces recherches, qui va avec nous font perdre de vue le caractère global de ce qui est à chaque fois en jeu, à savoir le type d'humanité que nous voulons. Nous avons donc besoin de créativité ou d'inventivité institutionnelle, car je suis persuadé que l'éthique dont a besoin la bioéthique d'aujourd'hui ne peut s'élaborer que collectivement, en commun, dans le cadre d'institutions communes. Seule une telle institution à inventer permettra de ne pas nous considérer comme les esclaves obligés du progrès technologique que la petite éthique ne fait qu'accompagner. C'est la question un peu brutale qu'il pose. Hein, on peut mettre arrondir les angles quand même. Les chercheurs, c'est quand même pas des fous dans leur coin, mais au final, c'est vrai, on sent bien que la recherche, quand elle existe, se donne les moyens, et puis qu'on est au pied du mur quand les choses existent. Bien entendu, il faut encadrer la recherche, il faut effectivement des instances supérieures, hors la recherche, pour leur pointer du doigt le fait qu'on ne doit pas faire ceci, cela. Hein, le CCNE a considéré qu'effectivement, il ne fallait toujours pas créer des embryons, hein, dans son avis 129, mais que, par exemple, on pouvait très bien continuer, là il a accepté notamment la recherche sur les embryons surnuméraires, hein, quand il n'y a pas de projet parental, parce que évidemment après on essaye de trouver un alibi pour pas qu'il y ait des recherches, mais en tout cas on peut la faire la recherche là. Je ne dis pas qu'il faut empêcher la recherche, contrairement à ce que les premiers chercheurs disaient, l'éthique va nous empêcher. Là c'est peut-être aussi de réfléchir sur même une éthique de la recherche, et aussi de réfléchir, et c'est ce que propose Marc Huberdi et d'autres, une institution commune, démocratique, où les citoyens ont un rôle à jouer. Comment le faire? On est dans l'inventivité, on est dans la nécessité d'inventer des institutions pour essayer d'encadrer et de réfléchir à ces problèmes posés par la technique sur le vivant et sur l'homme qu'on veut, et sur le monde qu'on veut.
Évidemment, quel monde voulons-nous demain? C'est la question posée par le CCNE. Il y a deux ou trois diapositives. Ça, c'était l'avis 129. C'était le thème des débats des États généraux de la bioéthique, avec donc des thèmes qui ont, voilà, qu'on pourra d'ailleurs critiquer, mais c'est des thèmes qui ont émergé des discussions. C'est vrai que probablement qu'il y a eu des thèmes plutôt choisis. Donc qui ont évidemment encadré les discussions. On ne pouvait pas discuter sur tout, ça a duré quand même un an, hein, cette histoire. Donc autour de la recherche de l'embryon, les examens génétiques, la transplantation, la neuroscience, le numérique qui est quelque chose de plus nouveau, la santé et l'environnement qui est quelque chose de plus nouveau, la procréation et l'accompagnement de fin de vie qui reste quelque chose, et des problématiques. Et donc après ces états généraux, créer un avis. L'UNESCO, et ça pour la conclusion, est quelque chose, et je trouve que sa réflexion est intéressante, même si évidemment dans les faits on n'en est pas là, considère que évidemment la bioéthique c'est l'affaire de tous, c'est pas l'affaire de spécialistes. La bioéthique est née afin de développer une réflexion éthique sur les implications sociales de la science et de l'utilisation de la connaissance de la technique. Ok, quand on a dit ça, c'est sympa. La recherche scientifique et les avancées qu'elle engendre peuvent constituer un moteur essentiel de développement. La bioéthique est une analyse des questions éthiques soulevées par les sciences de la vie. Et enfin, établir et partager à l'échelle mondiale les normes, règles et pratiques bioéthiques est capital, non seulement pour que chaque citoyen puisse mesurer les conséquences des avancées scientifiques sur sa vie et sur celle de sa communauté, mais également pour qu'il puisse prendre part au développement des sciences de la vie et des politiques de santé et bénéficier de ses retombées. C'est chouette, hein. Mais évidemment, on n'en est pas là. Hein, mais en tout cas, c'est la bioéthique, c'est aussi de réfléchir au futur, c'est aussi d'inventer, de créer des institutions qui nous permettra à nous, chacun des citoyens, éclairés, hein, bien entendu. Hein, c'est peut-être ce qui s'est passé avec autour de l'écologie. Vous savez, je ne sais pas si l'un d'entre vous a été tiré au sort pour aller participer aux travaux sur l'écologie. Donc voilà, réinventer quelque chose de cet ordre-là pour penser peut-être la bioéthique, l'éthique de la recherche, quelle humanité on veut, quel monde on veut. On va évidemment, nous en tant que pas chercheurs, ça va être difficile de dire bah non, vous n'allez pas chercher, vous avez pu faire de génétique, vous allez faire ça, vous allez faire ceci. C'est évidemment, hein, c'est un monde idéal, c'est probablement très idéaliste, mais en tout cas, pour essayer de comprendre que la bioéthique ne soit pas une affaire d'experts, il faut probablement remettre une réflexion démocratique autour des thèmes proposés. Essayer évidemment de ne pas non plus se coincer dans nos propres valeurs dogmatiques, dans nos dogmes qui nous aident à vivre aussi, hein, ça c'est sûr. Hein. Si on est croyant, on ne va pas, après un forum, on ne va pas à la sortie du forum dire bah non, finalement j'ai tort, Dieu ça n'existe vraiment pas. Donc non, on n'en est pas là, hein, c'est pas le but, évidemment. Et pour conclure, quelle bioéthique voulons-nous? Peut-être que finalement, on doit repenser l'éthique comme quelque chose de global. Hein, et puis, vous voyez, l'UNESCO, là, il a ressorti quelque chose. Global Bioethics, c'est le deuxième livre de Potter, 1978, je crois. Et là, l'UNESCO fait pourquoi une bioéthique globale. Donc, vous voyez, on revient sur cette question de cette éthique du vivant, de cette éthique de la survie autour de la bioéthique. Face au progrès technologique, où des choix doivent être faits entre le médecin, le patient et la société, on doit repenser une éthique, c'est sûr, confiante du développement évolutif de l'humanité, ou craintive, ou de contrôle des recherches, ou de l'argumentation, est-ce qu'on voudra défendre. Et une nouvelle bioéthique serait une bioéthique contre une position qui est purement scientiste et techniste, c'est-à-dire en gros, la recherche c'est génial, à partir du moment où on sait, on va pouvoir. La question éthique, pour le coup, ne se pose même pas. Hein, on exécute tout ce qui est possible. Contre une position abstentionniste, qui est une position de la peur. Hein. L'éthique nous fait peur. On crée des chimères, on crée des hybrides. Il faut arrêter là. Évidemment, la technoscience, elle est complètement démonisée. Hein, on doit sauver la nature de l'homme. Donc là, c'est une position qui est à défendre. Hein. Mais en tout cas, la bioéthique ne veut pas se centrer sur à la fois le côté scientiste ou le côté abstentionniste, mais on préférerait, et ça c'est pas que moi, hein, on préférerait une position humaniste, où l'argumentation et la prudence guideraient l'action. Voilà. Juste pour terminer avec Lucien Sèvres, ce qui fonde l'obligation éthique ne réside pas plus dans la simple objectivité des choses que dans la subjectivité des normes, mais bien dans l'effectivité de la façon de traiter tout homme et tout l'homme qui anime ne fût-ce qu'implicitement nos choix et nos actes. Merci. Merci à vous. Bravo. Très beau livre.